How dare you? Make our planet great again. La COP26 s'est conclue avec un pacte de Glasgow médiocre. Une fois de plus, les puissants de ce monde étaient incapables de décider ensemble des mesures pour limiter le réchauffement climatique. Pourtant, durant 2 semaines, le mouvement climat avait repris la rue, animant la ville écossaise Glasgow de marches et d'interventions fortes pour dénoncer l'incapacité des puissances capitalistes à sortir de la catastrophe. Les écologistes étaient là, à Glasgow, mais ils n'ont pas pu éviter le pire, condamnés eux aussi à assister impuissants au sordide spectacle de la COP26 et aux coups de marteau qui entérinaient le désastre. Alors que faire? Comment lutter? Face au chaos et à l'urgence climatique, la mobilisation est plus que nécessaire, elle est impérieuse, écrit l'association Attac, qui a récemment publié Un monde en lutte, rencontres et expériences militantes, ainsi que pour la justice climatique, stratégie en mouvement. L'ONG, qui lutte contre l'emprise de la finance et des multinationales sur les peuples et la nature, et pour la justice sociale et environnementale, mène une réflexion sur la stratégie du mouvement climat et écologiste, et pense aux manières d'articuler ensemble les mobilisations pour vaincre. Dans un monde en lutte, les auteurs vont à la rencontre des combats aux 4 coins de la planète, s'appuyant sur des entretiens avec des militantes et militants français et étrangers pour saisir les dénominateurs communs et les différences. Une ode pour penser à un mouvement global, des alliances, des articulations communes dans les mobilisations. Et pour la justice climatique, stratégie en mouvement, l'organisation tente de tirer des enseignements pour accompagner le développement d'une véritable justice climatique. Pour en discuter, nous recevons Annick Coupet. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors Annick Coupet, vous êtes secrétaire générale d'Attac France depuis 2016. Vous êtes une ancienne porte-parole de l'Union syndicale solidaire jusqu'en 2014 et vous avez participé à la rédaction d'Un monde en lutte. L'espoir, on l'a vu durant la COP26, il ne se trouve pas forcément dans les enceintes confinées des négociations internationales, mais dans les mouvements multiformes. C'est ce que vous écrivez pour la justice climatique qui essaime partout dans le monde. Oui, enfin, je pense que évidemment, ce qui s'est passé à Glasgow confirme la tendance lourde qu'il y a. Et je dirais, Paris avait pu représenter en 2015 finalement une certaine avancée, encore que tout ça était très relatif. Et il y avait des mobilisations extrêmement fortes. Mais depuis Paris, on a vu que le dérèglement climatique s'accélère, la crise climatique s'accélère. Et en fait, les États, les gouvernements sont incapables, enfin, c'est pas qu'ils sont incapables, c'est qu'ils ne veulent pas engager cette rupture, cette bifurcation qui serait absolument nécessaire, simplement pour rester sur l'objectif de Paris. Et à l'opposé, ce qu'on a vu depuis 2009, je dirais Copenhague, mais Paris aussi avait été l'occasion de mobilisation très importante, même si c'était au moment des attentats et l'état d'urgence. Mais depuis, on a eu les mouvements à l'appel de la jeune Greta Thunberg, les vendredis de grève pour le climat. On a vu des marches partout dans le monde, notamment en 2018, en 2019. Évidemment, la pandémie est arrivée après et a cassé un peu cette dynamique. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la question climatique, elle est du côté de la rue, du côté des mouvements citoyens, et pas du tout du côté des États qui, pour des raisons de continuer finalement le business comme d'habitude et de ne pas remettre en cause cette dépendance aux énergies carbonées, par exemple, eh bien, on continue comme avant. Et en fait, alors qu'il y a, je crois, une prise de conscience citoyenne beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, je pense que de plus en plus, les enjeux vont être des mobilisations citoyennes. Et évidemment, dans le livre que nous avons fait, et l'autre livre d'ailleurs aussi, c'est cette dimension, je dirais, internationaliste et altermondialiste qui est un peu l'ADN d'Attac, enfin, qu'on a aussi voulu montrer, parce que effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus au début des années 2000, la montée du mouvement altermondialiste, etc., les forums sociaux mondiaux, mais en même temps, pour autant, des mobilisations et des résistances sur l'ensemble de la planète, il y en a. C'est aussi ça qu'on a voulu montrer, évidemment, sur la justice climatique et des débats qui sont importants ces dernières années sur les stratégies. Alors justement, ces débats, vous, au niveau de la stratégie, on voit, c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup en ce moment, Attac, on le voit avec ces 2 derniers livres, mais même on l'a vu aussi avec, par exemple, le livre d'Aurélie Trouvé récemment, qui était porte-parole d'Attac jusqu'à peu. La question de la stratégie, c'est un sujet très important, la stratégie dans le mouvement climat pour vous, mais aussi tous ces débats qui traversent le mouvement climat, on le voit, vous essayez de les analyser, vous menez un petit peu l'enquête, et puis finalement, vous dites, est-ce que... Alors, il y a un côté de tendance, quoi. D'un côté, peut-être une tendance plutôt
pour une relance verte, de l'aménagement du capitalisme, etc. Et d'autres tendances plutôt pour mener des luttes radicales et écologistes anticapitalistes. Alors, il faut choisir. Alors, je crois que ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est retracer un peu l'histoire sur une période très récente, de 10-15 ans de mobilisation sur les enjeux climatiques, montrer qu'il y a eu effectivement, au départ, il y avait, y compris dans le mouvement, une volonté de certaines ONG de s'inscrire dans les démarches de discussion au sein même des COP. Bon. Et puis il y avait des mouvements qui disaient on n'a rien à faire là-dedans et on est à côté et on mobilise. Bon. Il y a eu ce débat-là à un moment donné. En gros, on coexistait ensemble. Je me souviens très bien au moment de la COP de Paris, eh bien, on avait construit un cadre d'alliance extrêmement large avec des organisations syndicales, avec des associations comme Greenpeace ou bien d'autres, ou le réseau Action Climat. Et on avait réussi à constituer un cadre où finalement on acceptait que certains aillent dans les discussions de la société civile avec la COP, pour le dire comme ça. Cadre international. Voilà. Et d'autres qui disaient non, on n'y va pas, mais on accepte que d'autres y aillent. Bon. Et ça, on revient un peu sur cette histoire-là, et surtout pour montrer que, de fait, c'était au moment où il y avait encore des enjeux dans la COP. Or, aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut constater, c'est quasiment la totalité des mouvements considèrent qu'on n'arrive plus à faire bouger les lignes dans la COP. Même les mouvements qui se sont beaucoup investis dans cette démarche-là. Des enjeux, on l'a vu avec les pertes et dommages, par exemple, la COP26, sur la question oui, bien sûr, des compensations. Il y a des enjeux, bien sûr qu'il y a des enjeux qui sont portés notamment par certains petits pays qui sont en première ligne sur les conséquences du réchauffement climatique. Mais disons que pour les mouvements de la société civile, pour reprendre ce terme, eh bien, je pense que ces mouvements mesurent que finalement, influencer la COP de l'intérieur, finalement, le bilan de ces 7, 8, 10 dernières années est quand même pas très bon. Bon, alors ça ne remet pas en cause pour certains de continuer, mais finalement, ça repose la question de sur quoi aujourd'hui on essaye d'agir. Et comme vous l'avez dit au début, eh bien, c'était les mouvements qui étaient dans la rue à Glasgow, qui ont mis en visibilité en fait, l'échec de cette COP qui a été incapable et qui, finalement, par ses non-décisions ou par le type de décisions qu'elle a prises, le type d'accord, va contribuer à ce que la situation se dégrade encore. Donc, je pense qu'on a essayé de revenir là-dessus pour comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui. Alors, les enjeux aujourd'hui, de notre point de vue, c'est ce qu'on a appelé la diversité des tactiques, mais aussi la question des alliances. La diversité des tactiques, on sait que dans un mouvement comme le mouvement climat, mais ça peut être vrai pour d'autres mouvements sociaux. Et c'est en ce sens-là où c'est intéressant, c'est finalement, il va y avoir des mouvements, disons, entre guillemets, plus radicaux, mais il va y avoir aussi des mouvements qui vont plus travailler sur l'ancrage territorial, autour des ZAD, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 300 lieux de lutte sur ce qu'on appelle des grands projets, enfin, ou petits projets inutiles. Bon. Donc, il y a des mouvements qui sont plus ancrés, je dirais, sur le territoire. Il y a des mouvements qui sont plus à réfléchir sur ce qu'on pourrait appeler des actions de sabotage, pour le dire comme ça, on pourrait développer. C'est-à-dire que la lutte, on l'aborde différemment selon là où on se situe. Selon là où on se situe, selon sa trajectoire, son expérience militante, les échecs auxquels on a été confronté. Il y a autour de la désobéissance civile, alors ça c'est quelque chose qui s'est énormément développé. Attaque à mener des actions de désobéissance civile, mais comme Alternativa, comme XR Rebellion, etc. Et puis il y a des questions de génération aussi, c'est-à-dire qu'on voit bien le type de mobilisation qu'il y a eu à l'appel de Greta Thunberg partout dans le monde, c'était pas forcément quelque chose qui résonnait par exemple pour les organisations syndicales. Et malgré tout, on a vu, et je parle de l'expérience en France, mais ça existe aussi dans d'autres pays, eh bien, qu'il pouvait y avoir des articulations qui commencent à se faire et des alliances qui commencent à se faire. Moi qui viens du syndicalisme, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, ça aurait été impossible qu'une organisation comme la CGT travaille avec Greenpeace. Or, aujourd'hui, on a des cadres d'alliance. Plus jamais ça. Plus jamais ça, mais même dans les appels à soutenir des marches pour le climat. Donc je pense que c'est ça qu'on a voulu mettre un peu dans le livre en montrant où on en était aujourd'hui. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on pense qu'il y a urgence à relancer finalement des mobilisations climat à la hauteur des enjeux et qui, encore une fois, remettent la question des enjeux climatiques et du réchauffement entre les mains des citoyens, quoi. Et ce que vous me dites finalement, c'est que aujourd'hui, le calendrier des luttes du mouvement climat n'est plus dicté par les COP. Mais du coup, est-ce qu'il faut continuer à y aller si on dit qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu, que ça ne sert à rien? Enfin, parce qu'il y a quand même, ça c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, c'est quand même la dimension internationale, elle est importante dans cette lutte. Et puis s'il y a bien une lutte internationale, c'est bien celle
pour le climat, hein, puisque le phénomène, comme les solutions, elles doivent être pensées à l'échelle globale. Du coup, cette lutte, on doit continuer à la mener à cette échelle internationale? D'ailleurs, à la COP de Glasgow, il y avait une petite délégation d'attaque qui était présente dans les mobilisations de rue qui ont eu lieu à Glasgow. Donc, pour nous, effectivement, ces COP peuvent continuer à être un rendez-vous des mouvements sociaux qui peuvent se retrouver à cette occasion. Mais je pense qu'on n'est plus dans l'idée... plus central. En tous les cas, ça doit s'articuler avec plein d'autres choses. Ça peut être aussi, ça peut s'articuler avec, y compris des actions juridiques. Je pense à notre affaire à tous en France, qui a contribué à ce qu'il y ait une condamnation de l'État français. On verra ce que ça devient. Et l'affaire du siècle. Bon, donc voilà. L'affaire de Grande-Sainte. Voilà. Enfin, je veux dire, donc. Je crois qu'il n'y a plus de moment central où on dirait on met toutes nos forces au moment de la COP, par exemple pour faire une contre-COP finalement, où on met toutes nos forces dans des recours juridiques, où on met toutes nos forces dans les marches, où on met toutes nos forces que dans le local. Je crois qu'en fait, si on veut vraiment d'abord accepter la diversité des raisons sur la manière dont s'engagent les citoyens et les citoyennes sur ces enjeux-là, mais aussi les jeunes, ce n'est pas forcément le même type d'engagement qu'il y a 20 ans, même au début du mouvement altermondialiste. Donc je crois que c'est plutôt penser une articulation. Donc ce qui veut dire évidemment que ce n'est pas chacun fait dans son coin comme il veut. Bien sûr, chacun fait comme il veut ou comme il peut dans son coin selon ses propres stratégies, mais trouver des cadres de discussion qui permettent de penser globalement ce mouvement. Coordonné. Avoir une lutte consciente. Avoir des alliances à des moments donnés. Pour des rendez-vous communs, et puis surtout s'enrichir mutuellement. Je veux dire que, par exemple, ce qui se passe au plan local, c'est extrêmement intéressant, l'ancrage sur le territoire, parce que c'est aussi de l'expérimentation concrète qui permet de faire venir aussi des personnes qui peut-être ne seraient pas venues dans une mobilisation générale sur le climat. D'ailleurs, dans le livre, vous parlez d'une archipélisation nécessaire des luttes. Je crois que c'est un bon terme. C'est pas moi qui l'ai trouvé, donc je peux parfaitement le reprendre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que un archipel, finalement, c'est à la fois des morceaux, mais c'est aussi un ensemble. Donc je crois que ce terme correspond assez bien à la fois là où on en est aujourd'hui, mais aussi comme peut-être façon de penser l'avenir du mouvement climat. C'est-à-dire qu'en fait, ces approches globales ou locales, elles sont complémentaires. Mais on l'a vu depuis les années 2000 et 2010, il y a une vraie évolution du mouvement climat. Il y a eu un premier tournant, c'est Copenhague en 2009. Absolument, Copenhague en 2009, moi j'étais à Copenhague et je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup d'espoir sur Copenhague. C'est-à-dire qu'il y avait des coalitions nationales, il y avait une coalition internationale qui s'était montée, il y a eu de grosses mobilisations avec vraiment des délégations fortes de beaucoup de pays, et ça a été la déception. C'est-à-dire, et ça, c'est là où ça a commencé à se dire peut-être que le moment des COP n'est pas le moment central. Et les négociations se sont mal passées sur place, durant le sommet. Se sont absolument mal passées, et donc les attentes qu'il y avait et qui étaient justifiées, de dire ça va bouger, on va réussir à enclencher des choses, enfin les États vont enfin prendre la mesure des choses, finalement il y a eu une grosse déception. C'est dans cette dynamique-là qu'a été préparée la COP de Paris, qui devait être une COP extrêmement 2015. Importante en 2015. Là aussi, on a réussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une coalition en France. En France, il y avait ça allait de la CFDT, la CGT, la FSU solidaire, à des organisations comme Alternativa, Attac bien évidemment. On avait une coalition extrêmement large. Et on a réussi à construire des mobilisations pendant 15 jours avec différents aspects. Il y a eu des mobilisations de rue, évidemment, dans le cadre du contexte de l'état d'urgence, mais on a fait aussi à Montreuil un village alternatif pendant une semaine, et on a fait au 104 à Paris, au centre culturel, on a fait aussi une semaine où il y avait des ateliers, mais aussi des comptes rendus au jour le jour de la COP. Moi, je me souviens, tous les soirs, il y avait 4000 personnes dans la grande nef du 104 qui écoutaient des comptes rendus de ce qui s'était passé dans la journée. Et comme ça, on a pu suivre aussi au jour le jour. C'est-à-dire, c'était à la fois une analyse du contenu et en même temps des mobilisations de rue et des mobilisations de visibilité des enjeux climatiques. Mais 2009, c'est aussi un tournant parce qu'il y a une certaine radicalisation d'un certain nombre d'ONG. D'ailleurs, vous, Attac, depuis 2009, vous assumez participer à des actions dites illégales. Aujourd'hui, est-ce que ça signifie que les marches pacifiques, elles ne suffisent plus? Est-ce que la question de la violence,
elle est très présente dans les débats du mouvement climat. Elle est présente comme dans tous les mouvements sociaux. Je veux dire, ces dernières années en France, autour de la loi travail, autour des Gilets jaunes, on voit bien que Elle a cette été question... très présente notamment lors du contre-G7 à Biarritz, par exemple. Elle a été présente, bien sûr, mais je dirais que pour moi, c'est d'abord la question de la violence de l'État. C'est-à-dire qu'on a un degré de violence et de répression des mouvements sociaux, en particulier en France, depuis 10 ans, moi qui ai quand même une expérience assez longue de militantisme, je peux vous dire que j'ai jamais connu ça. Bon, donc pour moi, et donc je pense que la question de la violence dans la discussion dans le mouvement, elle n'est pas tellement sur pour ou contre la violence. Enfin, je trouve que cette question n'a pas de sens. Elle est plutôt des discussions sur les formes d'action. Et encore une fois, par exemple, il y a des discussions sur jusqu'où on va. Par exemple, dans l'occupation d'un site, est-ce que on démonte quelques machines? Mais plutôt parler de légitimité. Exactement. Des actions. Et pour moi, ça renvoie, et c'est même avant Copenhague, c'est-à-dire je me souviens des actions anti-OGM en France, quand il y a eu des arrachages de plantes, enfin les fauchages, il y avait déjà ces discussions. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce qu'on est prêt à assumer, mais évidemment pour moi l'enjeu, c'est que ce n'est pas une avant-garde, c'est d'abord des enjeux politiques et de partage, qu'à un moment donné, il faut peut-être aller plus loin dans le type d'action, dans le type d'occupation. Les débats qu'il y a eu à Notre-Dame-des-Landes pendant des années, ça a été, et si Notre-Dame-des-Landes a gagné, au bout du compte, c'est parce qu'ils ont été capables collectivement de mêler des débats stratégiques, et il y avait des désaccords, hein, enfin, tous ceux et celles qui ont suivi cette lutte le savent, mais il y a une capacité collective à dire, au-delà des tactiques différentes, on assume, on cadre les choses, on sait qui va faire quoi, etc., mais on a un combat commun et on trouve un cadre commun. Et il y a aussi en même temps de l'expérimentation concrète. Et je pense que c'est ce qu'a fait la force de Notre-Dame-des-Landes, et à mon avis, c'est des ingrédients qui aujourd'hui sont très présents. C'est pour ça que moi, le débat violence, pas violence, c'est quoi la violence? C'est-à-dire aller bloquer une usine de ciment, Lafarge, par exemple, parce qu'on sait aujourd'hui c'est quoi la stratégie de cette multinationale. Eh bien, pour moi, c'est pas un souci à partir du moment où c'est porté dans un cadre collectif avec, je veux dire, un engagement, des enjeux, une explication aussi de ça. Pourquoi Attac s'est engagé dans les actions de désobéissance civile? Oui, mais dès les années 2000, même quasiment au début d'Attac, notamment autour de la Confédération paysanne et de cette question des OGM, c'est parce que les actions de désobéissance civile, à la fois, elles portent de la radicalité, de la remise en cause d'un certain nombre de choses, des enjeux politiques forts, mais aussi pour montrer qu'il y a d'autres choses possibles. Quand on arrache des plants OGM, c'est aussi pour dire qu'une autre agriculture, une agriculture paysanne est possible. Quand on occupe un centre commercial, comme ça a été fait à Paris, par exemple, à l'initiative d'XR Rebellion, c'est aussi pour dire que la société de consommation dans laquelle on est, elle façonne un certain imaginaire qui est dans une logique capitaliste, productiviste et qui contribue à accélérer le dérèglement climatique. Vous me parlez de Notre-Dame-des-Landes, mais justement, cette lutte, elle est quand même devenue un symbole en France pour les mouvements écolos. Les ZAD, notamment, de façon générale, parce qu'il y a eu Sivens, il y en a eu plusieurs, ont vraiment marqué l'imaginaire, les récits collectifs de ces luttes. Et aujourd'hui, le mouvement climat, le mouvement écologiste, en est totalement imprégné. Oui, complètement. Et d'ailleurs, Notre-Dame-des-Landes, ça commence déjà à faire quelques années maintenant, mais je pense à ce qui est en train de se passer autour des bassines. C'est-à-dire qu'effectivement, et là, je trouve que c'est-à-dire on retrouve pour moi un peu cette même dynamique, un mélange de radicalité dans la forme, hein, puisque la dernière mobilisation qu'il y a eu là-dessus, une pompe a été assumée d'être enlevée, et en même temps une mobilisation populaire très ancrée sur le territoire et qui porte aussi le fait de projets alternatifs. Et moi, je pense que ces ingrédients-là, c'est les ingrédients des mobilisations sur le climat aujourd'hui et demain, quoi. Ces luttes, vous me dites, très ancrées sur le territoire, mais elles traduisent du coup une autre conception des territoires. Ce sont des luttes pour protéger les territoires. C'est ce qu'on voit de plus en plus peut-être aujourd'hui, que cette notion du territoire, j'ai l'impression qu'elle apparaît de plus en plus, elle apparaît beaucoup en tout cas. Elle part des territoires, elle parle des territoires. À la fois, je pense que ça répond à deux choses. C'est à la fois d'être ancré sur du réel et qui parle aux gens qui habitent ces territoires. Mais aussi, je pense que ce qui est important, c'est que, et c'est un enjeu pour ces luttes locales, c'est de ne pas en rester au localisme. Mais ce sont souvent des riverains ou des agriculteurs. Oui, qui partent d'une réalité, c'est-à-dire de ce qu'ils subissent, ça part de la vie réelle finalement. Et ça, je trouve que c'est, en tous les cas, pour moi, c'est toujours une dynamique dans les mouvements sociaux, historiquement. On part de ce que vivent les gens. Donc ça part de ça.
et il y a des collectifs qui se créent, il y a une réflexion collective et donc qui aussi ouvre la vision des choses. C'est-à-dire que quand on se bat contre une bassine dans le Marais Poitevin, on sait qu'il y a d'autres projets de bassines dans d'autres endroits en France. Donc on voit bien que ce n'est pas qu'une affaire locale. Mais en même temps, le fait de pouvoir ancrer ça et d'avoir des victoires aussi, parce que c'est aussi ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période où les victoires des mouvements sociaux sont quand même compliquées pour des tas de raisons. C'est pas le sujet là, mais... Il y en a quelques-unes, le T4, il y en a eu quelques-unes ces dernières années. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est aussi important, c'est-à-dire de pouvoir gagner des rapports de force et de gagner localement, je pense que ça donne de la force. Les décisions là, qu'on vient d'avoir sur les entrepôts Amazon dans 2 endroits, près de Nantes et puis dans le sud de la France, ça aussi c'est très important. C'est-à-dire que ça montre que quand on se mobilise, on peut gagner des choses. Et par exemple sur Amazon, le fait de gagner sur ces 2 endroits-là, ça compte. Le deuxième et troisième, donc il y en a eu 3 en France. Voilà, donc c'est quand même, dans le rapport de force contre Amazon, c'est quand même tout sauf négligeable. Donc je pense que sur l'aspect territoire, vous avez raison de le souligner, c'est quelque chose qui se développe et qui est beaucoup mis en avant, même si ça existe, je dirais, depuis quand même pas mal de temps maintenant. Mais c'est intéressant aussi ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre. Je dirais, démarche pour le climat appelée par Greta Thunberg aux actions sur les bassines. En fait, c'est un tout. Et c'est ce tout qui peut faire force et rapport de force. Oui, ce que vous me dites, c'est que c'est un mouvement climat qui est pluriel et qui se parle. Mais justement, avec toutes ces différences, comment élaborer ensemble une stratégie, c'est l'objet de votre livre. Quelle stratégie parce que face à la catastrophe, vous, Attaque, vous dites il faut une feuille de route. C'est ce que vous écrivez. Quel débat stratégique se pose au mouvement climat et comment élaborer tous ensemble cette stratégie ? Alors, c'est un peu ce qu'on veut mettre sur la table, à la fois en France, puisqu'il y a des cadres de discussion, d'organisation interclimat. Ça, nouveau, une stratégie commune. Voilà, alors c'est pas simple. Nous, on essaye par ce livre, en fait, de poser les questions telles qu'on les voit nous. Après, ce n'est que la vision d'Attaque. Et ce qui nous intéresse à travers ce livre, c'est de pouvoir en discuter avec la diversité des mouvements climat qui existent, mais c'est aussi, encore une fois, le poser d'un point de vue international. Ça nous semble d'autant plus important qu'à la fois le climat ne peut pas se penser, on ne peut pas lutter sur les enjeux climatiques simplement à l'intérieur des frontières, mais ça nous semble d'autant plus important, je dirais, dans le contexte politique dans lequel on est en France. Ça existe à l'étranger, vous savez s'il y a d'autres cas dans d'autres pays où le mouvement a réussi à se coordonner et à mener une stratégie ensemble? C'est très différent, mais c'est quand même quelque chose qui existe, quoi. C'est pas du tout les mêmes configurations qu'en France, notamment la place du mouvement syndical est parfois plus compliquée. Bon, voilà. Mais je pense que c'est des choses aujourd'hui qui sont en débat et qui se pensent finalement dans la plupart des pays. Enfin, je pense dans l'appel des jeunes, ce qu'on a appelé les jeunes pour le climat, il y a aussi cette recherche d'alliance avec d'autres mouvements, avec des mouvements plus traditionnels comme les organisations syndicales, etc. Et dans les marches climat qu'il y a eu à Paris, par exemple, il y a eu des liens qui se sont faits avec une partie du mouvement syndical, mais je pense aussi aux liens qui se sont constitués, alors même si ça a été ponctuel, même si ça ne règle pas tout, avec par exemple des collectifs de familles de violences policières. On voit bien qu'on est dans une période où se tissent des liens, des choses qui commencent à se construire. D'ailleurs, la question des violences policières a une part assez importante, un chapitre entier dans votre livre. Je pense qu'on ne peut pas penser aujourd'hui la question du climat, par exemple, indépendamment des inégalités. Inégalités sociales et inégalités climatiques sont des inégalités qui se complètent malheureusement. Bon. On l'a vu aussi même à la COP26, dans la manifestation, parmi les représentants de la jeunesse qui ont pris la parole, il y a eu des prises de position très fortes, notamment sur la question de la police qui a été posée, même l'abolition de la police qui a été posée dans les discours de la jeunesse. Et parce que d'une certaine façon, tous les mouvements sociaux aujourd'hui, en France mais dans d'autres pays, sont confrontés aux violences policières. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des régimes autoritaires, des régimes répressifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser une stratégie sans poser cette question, quoi.
Non, et aussi pour moi, c'est à la fois, bon évidemment sur les violences policières, parce que c'est la question de la répression des mouvements sociaux globalement, et ce qui était, je dirais, avant, entre guillemets, réservé aux quartiers populaires et aux personnes racisées, aujourd'hui, ça fait système, comme moyen de défendre l'ordre établi, pour le dire comme ça. Mais pour moi, c'est aussi la question de penser la question des inégalités. Et on n'a pas d'un côté les inégalités sociales, de l'autre côté les inégalités climatiques et de l'autre côté les inégalités liées au genre, par exemple. C'est aujourd'hui des questions qui doivent se penser, s'articuler et donc aussi s'articuler dans les mouvements. Vous me dites que finalement c'est intimement lié à la question sociale, mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on le voit avec le collectif Plus Jamais Ça, on retrouve de plus en plus les syndicats dans ces mobilisations en France, mais pas seulement en France. On l'observe, les organisations écologistes, les syndicats se parlent et luttent ensemble de plus en plus. Il y a de nouveaux acteurs qui débarquent. Oui, parce que je pense que du côté du mouvement syndical, il y a une prise de conscience depuis maintenant un certain nombre d'années sur le fait que il y a évidemment la réponse du capitalisme, c'est le greenwashing. Et donc c'est pas du tout répondre aux enjeux climatiques et c'est pas du tout répondre aux enjeux sociaux. Le risque, c'est effectivement si le mouvement syndical reste dans son coin ou si le mouvement climatique reste dans son coin, c'est que les solutions qui soient mises en œuvre par ceux qui nous dirigent et par les multinationales, parce que c'est aussi elles qui sont à la manœuvre, eh bien, c'est des solutions qui seront bonnes ni pour le climat, ni pour les salariés, ni pour globalement la grande majorité de la population. Il y a cette prise de conscience-là dans le mouvement syndical, dans le mouvement climatique, et c'est pour ça que malgré non seulement des différences, mais malgré des points de vue différents. Prenons la question du nucléaire. On sait très bien qu'en France, entre les positions de la CGT et les positions de Greenpeace, ou même les positions d'Attac, évidemment, il n'y a pas d'accord pour l'instant. Mais même au sein des syndicats, évidemment. Bon, mais il y a aussi plein de choses sur lesquelles on est d'accord. Donc l'idée, c'est quand même de dire aussi que ces questions-là qui font débat, c'est aussi des questions à poser dans le débat public et dans le débat citoyen pour voir vers quoi on veut aller. Et je trouve, en tous les cas pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça renvoie au rapport de force. C'est-à-dire, au lieu d'être divisés, les syndicats d'un côté, le mouvement pour la justice climatique de l'autre, eh bien, si on fait front ensemble et si on commence à porter ensemble des alternatives, je pense que à ce qui s'est passé, par exemple, pour Plus Jamais Ça, sur Total Grand Puy. Oui, avec la CGT notamment. Eh ben, voilà, il y a une mobilisation qui s'est faite localement, enfin la CGT qui est présente dans l'entreprise. Eh bien, il y a eu un appui de Plus Jamais Ça avec un plan proposé conjointement par la CGT. Pour expliquer, il y a eu une grève. Il y a eu une grève. Justement, à Total, on s'est voulait liquider l'usine et prétendait de le faire au nom des impératifs écologiques. Et en fait, le plan de Total visait pas du tout à ça, visait à délocaliser ailleurs où ça coûte moins cher les activités polluantes. Bon. Et donc, il y a eu une contre-expertise syndicale et appuyée par Plus Jamais Ça, et donc appuyée par des organisations comme Greenpeace ou Attac, pour montrer qu'il y avait une autre proposition qui répondait à la fois aux enjeux sociaux, par rapport aux salariés, mais aussi aux enjeux de la transition écologique. Vous me parlez des multinationales, mais justement, ça peut nous aider peut-être aussi à comprendre le chemin d'Attac depuis le début, comment aussi de plus en plus elle s'est posé ces questions et elle s'est intéressée à ces mobilisations sur le climat. Parce qu'il y a un lien entre les luttes contre la marchandisation, la financiarisation de la nature et les combats d'Attac contre l'hégémonie de la finance. Et au final, on en revient un peu toujours au même, à la lutte contre l'impunité des multinationales, et ça, c'est le cadre du capitalisme. Tout à fait, c'est-à-dire qu'entre le moment où Attac s'est constitué, donc il y a maintenant plus de 20 ans, le poids de la finance et le poids des multinationales, avec ce que ça produit, c'est considérablement accru. Alors on pourrait dire, Attac, vous avez échoué comme d'autres. Nous, on pense qu'on n'a pas gagné sur la rupture avec le capitalisme et avec la place des multinationales et la place de la finance, mais je pense qu'on a contribué avec d'autres, bien sûr, à mettre en lumière et en visibilité ce fonctionnement du système capitaliste aujourd'hui. Des multinationales qui sont en fait
une poignée qui, finalement, d'une certaine façon, et avec l'appui et le soutien des États, hein, ils le font parce que Et il les y a collectivités territoriales également. de certaines collectivités territoriales, etc. Et donc, finalement, si on s'attaque aujourd'hui à ces multinationales, je pense à Amazon, je pense à Total, etc., c'est parce qu'elles sont aussi, elles représentent tout à fait la prédation à la fois de la nature, la prédation des humains. C'est-à-dire qu'en fait, l'exploitation de la nature, l'exploitation des humains, finalement, ces multinationales jouent sur ces deux aspects-là. C'est pour ça aussi que, finalement, il y a cette compréhension que les deux combats, justice sociale et justice climatique, ne peuvent pas être séparés. De la même façon que Attac porte la question de la justice fiscale, c'est notre ADN d'une certaine façon, eh bien, on voit bien aujourd'hui que la manière dont se comportent ces multinationales, elles échappent à l'impôt, elles vont dans les paradis fiscaux, elles mettent en place, par exemple, si vous prenez McDo, des systèmes totalement opaques sur des systèmes de franchisés, et au bout du compte, c'est pour échapper à l'impôt, etc. Tout ça doit être pensé globalement. Si on remet en cause ces multinationales, c'est parce qu'il y a ces différents aspects qui sont effectivement des multinationales qui veulent décider de comment marche le monde en étant prédateurs sur la nature et en étant prédateurs sur le travail, finalement. Et c'est un cadre global, mais c'est-à-dire que les logiques qu'on retrouve ici, on les retrouve là-bas. Récemment, par exemple, on a reçu une délégation des apatistes qui sont venus en France. Ils nous racontaient, ils nous expliquaient, on le voit, les destructions écologiques avec les méga-projets notamment, ce sont des projets menés par les multinationales avec des activités très polluantes. Et ils nous parlaient de multinationales françaises qui menaient des actions au Mexique. Et quand ils avaient fait leur tour en France, ils voyaient qu'ils avaient mené les mêmes actions en France. Quoi. Tout à fait. Par exemple, EDF. EDF, Danone, ils nous en parlaient bien sûr, également. mais par exemple, EDF, c'est quand même très, très symptomatique. C'est-à-dire, au Mexique, il y a un projet sur des terres qui appartiennent à des communautés indigènes. Évidemment, EDF fait ça au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Or, en fait, ça, c'est vraiment typiquement du greenwashing. C'est-à-dire que c'est en détruisant non seulement des terres, mais des terres qui appartiennent historiquement aux communautés indigènes. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, et c'est absolument nécessaire, cette réflexion et de trouver des cadres aussi internationaux. C'est parce que nous-mêmes, en tant qu'organisation militante en France, on doit être capable de mettre en cause nos propres multinationales. La responsabilité des multinationales. Évidemment, comme Total en Afrique, donc on a, nous, cette responsabilité-là, et ça on ne peut le faire que si on a une vision internationale et internationaliste des choses et des combats, et en ayant des liens avec tous les mouvements, que ce soit des mouvements des sans-terre, que ce soit des mouvements de salariés, ou que ce soit, des communautés indigènes. C'est pour ça, justement, par rapport à ces populations autochtones et la responsabilité des multinationales françaises, c'est pour ça que vous dites aussi qu'il faut prôner aujourd'hui l'articulation entre justice climatique, justice sociale et justice raciale. Absolument, c'est-à-dire que, encore une fois, penser les choses séparément, je pense qu'on va chacun droit dans le mur. Effectivement, face à ces multinationales dont l'activité a des conséquences sur la nature, mais aussi sur l'ensemble de nos vies quotidiennes pour la grande majorité de la population sur le globe, eh bien, c'est aussi des questions de rapport de force. C'est-à-dire que je pense qu'on sera plus fort si on arrive à tisser ces alliances dans la durée, en respectant les particularités de chaque mouvement, en n'ayant pas la prétention de l'hégémonie d'un mouvement sur l'autre. Ça, c'est très important parce que c'est aussi des choses du passé, mais en pensant que justement un autre monde ou des autres mondes, on doit être capable de penser la justice sociale, la justice économique, la justice raciale et la justice de genre. Et pour conclure, dans ce livre, pour la justice climatique, vous dites que, notamment pour poser la question de la stratégie, il faut poser la question de la planification, planifier la transition, penser les transformations du système productif, et notamment même toutes les pertes d'emplois qui pourraient y avoir, qui sont liées notamment à la sortie du nucléaire, par exemple, d'un certain nombre d'industries. On parlait de Total, mais justement, il va bien falloir sortir aussi des énergies fossiles. Tout ça, en fait, ça doit faire partie de nos stratégies, c'est d'y réfléchir et de planifier.
Oui, alors c'est une question qu'on pose et comme vous avez dû le lire, c'est une question qui est très ouverte, c'est-à-dire que on pense aujourd'hui qu'il faut remettre sur la table cette idée de planification. Alors pas du tout au sens où ça a été fait dans l'histoire à d'autres moments, je pense à ce qui s'est passé en Union soviétique par exemple, etc. Mais justement à tirer les leçons de tout ce qui s'est fait pour penser aujourd'hui une planification qui prendrait la diversité des aspects en compte, mais qui serait... Ce qu'on doit trouver, c'est finalement les chemins d'une planification démocratique, c'est-à-dire appropriée par tous. Alors, il y a des questions de niveau, d'échelon. Qu'est-ce qu'on peut penser au plan local? Qu'est-ce qu'on peut penser au plan des régions? Qu'est-ce qu'on peut penser au plan d'un pays, d'un continent, etc. Donc, c'est évidemment des questions difficiles. C'est aussi la question de la planification pour trouver des cadres qui permettent de se penser en tant que... Je veux dire, on est salarié par exemple, mais on est aussi consommateur, mais on est aussi habitant d'un lieu, mais on a aussi envie d'avoir une qualité de l'air, etc. C'est-à-dire se penser finalement comme un être humain, comme un tout, et pas comme des morceaux. D'un côté, je suis salarié exploité au travail, de l'autre côté, je vais faire mes courses dans un hypermarché et je suis consommateur sans réfléchir aux conséquences de ma consommation. Je pense que c'est la question qu'on pose à la fin, et c'est une question qu'on veut mettre en chantier, parce qu'on sait que c'est pas facile de trouver les bons niveaux et l'articulation entre ce qui peut être décidé au plan local et ce qui peut être décidé à un plan plus général. Mais il y a des expériences qui existent, de réflexion là-dessus, donc je pense qu'il faut aussi partir de... Et d'ailleurs, vous vous inspirez beaucoup des expériences, dans ce livre, c'est l'objet justement de ce livre, des expériences à l'étranger. Vous arrivez à transmettre les leçons des luttes d'ici et en même temps à apprendre de celles d'ailleurs? Ce qu'on a voulu faire aussi avec le livre Un monde en lutte, c'est aussi mettre en visibilité le fait que, contrairement à ce qu'on peut penser ou ce que les grands médias pourraient nous laisser penser aujourd'hui, il y a des luttes et des résistances partout dans le monde, y compris dans le contexte de la pandémie. Même si le contexte de la pandémie a créé des difficultés pour les mobilisations sociales. Et donc, on a voulu faire ça, et on a voulu aussi le faire en croisant des regards. C'est-à-dire, par exemple, sur le chapitre sur le travail, on a croisé le regard de syndicalistes français et une syndicaliste polonaise, une syndicaliste coréenne et une chercheuse belge, et à travers les enjeux, par exemple, de l'ubérisation. C'est-à-dire que par rapport à cette ubérisation qui vise finalement à vider le statut de salarié pour être des auto-entrepreneurs, entre guillemets, eh bien, montrer que malgré ça, il y a des luttes qui s'organisent et des collectifs, et y compris qui s'organisent au-delà des frontières. Sur Amazon, la même chose. On pourrait penser que la force d'Amazon, justement, elle a une force de frappe incroyable, etc. Eh bien, malgré tout, il y a des luttes qui se sont organisées, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que ces luttes, elles peuvent être portées par des organisations syndicales tout à fait classiques, ou elles peuvent être portées par des collectifs qui sont plus ou moins à côté des syndicats, voire parfois en critique, mais que à partir de la diversité de ces expériences et de ces réalités, finalement, ils ont construit une coordination internationale sur Amazon. Et ça, je trouve, c'est vraiment intéressant à faire connaître, parce que à la fois, c'est important de savoir que même dans des contextes de régression sociale très forte, il y a des luttes et des coordinations de luttes qui s'organisent. Et puis, ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure, dire dans un contexte national politique extrêmement anxiogène, on voit bien tout ce qui est l'extrême droite, etc., les tentations de repli nationaliste avec tout ce que ça veut dire, eh bien, montrer cette dimension internationaliste qui est absolument indispensable. Je vous remercie, Annick Coupet. Je le rappelle, donc, à Attac, vous avez publié récemment 2 livres, Pour la justice climatique, stratégie en mouvement, et un très beau livre qui s'appelle Un monde en lutte, rencontres et expériences militantes. Je le rappelle pour ceux qui préfèrent nous écouter plutôt que nous regarder, vous pouvez également retrouver tous ces entretiens en podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore d'être venu sur le plateau du Média. Merci à vous.